Hop, ça filme. Ta marque préférée et pourquoi? Récif Atom. Exactement. Tu me parles en termes d'équipement, de matériel. Si on parle d'équipement pur et dur, les machines, je trouve que Octo, ils sont très très chauds en termes de qualité. En termes de qualité d'équipement pour une marque chinoise, même si je sais qu'ils sont pas chinois, mais bon, tout est fabriqué en Chine à peu de choses près. La qualité du plastique, la capacité des écumeurs, des réacteurs à bactéries comme on a là, c'est un truc vraiment spécifique qui va pas être trop utile pour quelqu'un chez lui en particulier, mais voilà. Et les pompes de brassage, c'est dans les rares, il y en a d'autres, mais c'est dans les rares où le débit qui est écrit sur la notice, c'est vraiment celui qui sort de la pompe, quoi, tu vois. Ouais. Donc en marque Octo. comme ça, pur et dur, je dirais Octo. Après, en termes d'additifs et tout ça, je sais pas, j'en ai pas de particulier, mais je dirais, allez, pour faire le chauvin, un petit Turtle System pour les additifs. Il va Et être puis content. Fona quand même pour les ICP parce qu'il a fait un taf de malade dessus quand même, Claude, avec de la big data et tout ça, pour voir à quoi pouvaient être liés certains problèmes et tout ça. Et maintenant, il a vraiment une encyclopédie de connaissances et de qu'est-ce que vont favoriser les éléments, les problèmes que ça va engendrer, etc., qui est un peu inégalé à ce jour sur son site. Donc, Ok, donc Octo, Turtle et Fona. C'est ton petit trio. Je dirais, ouais, allez. Mais vraiment pour faire le chauvin. Hein. C'est ça. Comment est ta vision sur l'aquaculture versus le prélèvement sauvage? Alors, il y en a des choses à dire, je le vois dans ton regard. Ouais, on va essayer de faire un peu succinct quand même. Mais déjà, le prélèvement, je trouve qu'il faut pas le, comment dire. Toi, tu veux le démystifier un peu? Non, mais il faut pas non plus dire que c'est vraiment le démon, c'est atroce et tout ça, parce que c'est quand même des poissons, pour en tout cas tout ce qui est 20-80 et tout ça, je parle pas de trucs vraiment extrêmement rares, mais qui sont présents en grande quantité dans le milieu naturel et qui n'ont pas d'autre intérêt à part pour l'aquariophilie. Donc c'est pas des poissons de bouche qui vont être mangés, etc. Donc à part la destruction de leur environnement, il n'y a pas un impact qui est énorme et on va jamais faire disparaître. Enfin, je veux dire, faut aller plonger en Indonésie avant d'avoir un avis là-dessus. Je pense, tu regardes genre les Odonus Niger. J'ai plongé au nord de la Sulawesi sur des tombants. T'as des bancs de 10 000 dans le bordel. Tu vois, tu te dis bon, et c'est sur un milieu microscopique alors que l'Indonésie c'est gigantesque. Donc la plupart des espèces assez communes, je pense que notre milieu n'a vraiment que très très peu d'impact. Ensuite, il y a quand même évidemment les pratiques, il faut que ce soit fait correctement, etc. Sur les coraux, c'est une autre histoire. C'est pareil, je pense que ça peut être fait correctement s'il y a de l'éthique derrière, etc. Tu vois, en Australie, le gars il est sur la barrière de corail, il voit un shortcake qui est gros comme ça, il en prélève un quartier comme ça sur la colonie et il y retournera pas avant 2 ans. Tu vois, l'impact, il est vraiment minime, il y a aucun souci. Si le gars, il a aucune éthique et il en a rien à foutre, il arrive, il rase toute la colonie et il la bousille en 45 bouts, forcément, l'impact doit être totalement différent. Donc, il faut quand même prendre les choses avec des pincettes. Il y a aussi le fait que les humains, malheureusement, il leur faut un intérêt financier ou autre pour avoir une raison de préserver les choses. Et du coup, par le fait qu'il y ait du business à exporter du corail, à avoir des récifs en bonne santé, qu'il y ait des poissons qui soient capables de se reproduire, etc., ça fait que ça leur donne une raison de protéger leurs récifs. Parce que malheureusement, il y a des endroits, par exemple, où ils bousillent les récifs à la dynamite pour les réduire en miettes et faire du ciment, tu vois, pour les bâtiments. Donc, s'ils ont une raison de garder un récif en bonne santé avec des poissons qui reviennent, des coraux qui poussent, etc., ça leur donne une raison supplémentaire de ne pas détruire cet écosystème. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Il y a encore l'aspect de tous les jobs que ça fournit, parce que mine de rien, il y a quand même un sacré paquet de familles et de gens qui en vivent en Indonésie. Mais après, c'est sûr que c'est toujours mieux par d'autres aspects l'élevage, que ce soit pour l'impact aussi de la qualité des poissons, parce que forcément, quand il est prélevé, selon au bout de combien de temps après qu'il a été pêché, il soit exporté, le poisson il va arriver plus ou moins épuisé, un peu plutôt maigre et tout ça. Après, c'est pas forcément facile à récupérer. Alors qu'un poisson forcément né et élevé en captivité, il va être au mieux de sa condition et avoir eu le moins de stress possible avant d'arriver chez le client final. Il sera aussi plus habitué à l'homme, plus habitué aux diverses sources de nourriture. Donc il y a évidemment énormément d'avantages à ça. Mais aussi, il existe une telle quantité d'espèces différentes
que pour reproduire le choix, entre guillemets, qui serait disponible en sauvage, en élevé en captivité, c'est assez impossible. Ouais. Après qu'on ait un peu des grandes espèces phares et des volumes qui soient disponibles, c'est évidemment une très bonne chose. Et puis après, il y a des espèces vraiment très sensibles, par exemple, où le taux de mortalité, quand on passe depuis le prélèvement dans le milieu naturel à 1 an après chez le client final, où les chiffres, ils font vraiment peur, comme les mandarins, certains papillons comme les chaînemons et tout ça. Ça, ces espèces-là, ce serait vraiment incroyable qu'ils soient bien maîtrisés. Le chaînemont, c'est malheureusement pas le cas encore. Les mandarins, nous, on est plutôt pas mauvais, on en produit pas mal. Je crois qu'il y a Biota qui avait réussi à faire une reproduction. Enfin, il commence à mettre en place. Il y avait une étudiante, une thésarde qui avait réussi à compléter le cycle du chaînemont, mais pour l'instant, il y en a encore pas qui sont. Ouais, ça reste théorique, c'est pas encore. Ils ont réussi une fois, mais après, je sais pas s'il y en a véritablement qui sont produits en nombre, et si c'est le cas, en tout cas, c'est pas suffisant pour être disponible sur le marché mondial, quoi. Ouais, donc du coup, sur les poissons, ça dépend desquels, ceux où le ratio de poissons qui décèdent in fine par rapport aux poissons qui sont emportés. Là, c'est intéressant à fond de partir et de booster l'élevage. C'est bien d'en laisser un petit peu selon toi, comme ça au moins ça permet aussi aux personnes qui sont natives d'entretenir. Un avis mitigé, il y a des points positifs et négatifs dans les deux cas, quoi. Donc, mais c'est vrai que tu as raison que ce point-là où du coup ça force les natifs et les locaux à s'occuper et à entretenir les récifs et à les protéger. Bien sûr. Ça, c'est vrai que c'est un point qui est super intéressant et qui revient pas forcément dans les esprits quand on y réfléchit et qu'on a pourtant c'est vrai. Une idée arrêtée. Ouais, non mais complètement. C'est vrai. Moi, je suis déjà allé plusieurs fois en Indonésie et je peux te dire avoir plongé sur des endroits qui avaient été dynamités jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout. Et où après, sans l'intervention de l'homme, il ne peut pas y avoir à nouveau un récif, c'est juste pas possible parce que c'est tellement plusieurs mètres d'épaisseur de miettes de coraux morts qu'en fait, avec les marées, les courants et tout ça, il y a tout qui roule à l'infini les uns sur les autres. Et les larves de coraux, même s'il y en a qui arrivent à se fixer dessus, elles se font bousiller à la prochaine marée. Et il n'y a pas de récif qui puisse réapparaître à ces endroits-là. Il faudrait l'intervention de l'homme, comme ce que fait Vincent Chalias, par exemple, maintenant en Indonésie, où ils tendent des cordes avec des pieux qui sont enfoncés pour que les colonies elles aient déjà atteint une grosse taille. Après, elles se reposent sur le fond, mais à ce moment-là, elles ont déjà atteint une taille suffisamment importante pour recréer un morceau de récif solide, quoi. Ouais, et que ça bouge pas avec la marée. Sans l'intervention de l'homme, ça n'est pas possible. Très intéressant. Merci beaucoup pour ton point de vue. Je kiffe. Puis en plus, c'est vraiment intéressant parce que toi, t'es vraiment allé dans ce genre de milieu naturel. C'est vrai que t'as un point de vue qui est très différent de quelqu'un qui a pas du tout plongé en Indonésie. Toi qui a beaucoup voyagé, c'est vraiment cool. Puis en plus, vu que tu parles bien anglais, je pense que t'as pu bien t'entretenir avec les gens qui avaient là. Ouais. Comment tu vois le récifal évoluer dans 10 ans? Plus, moins de gens, plus d'informations, on saura encore mieux entretenir nos animaux. Est-ce que tu penses que ça va être une passion en péril en vue des potentielles lois qui pourraient tomber? Alors, ça, c'est sûr qu'il y a un risque avec les lois qui pourraient tomber parce que, comme tu le disais si bien, c'est intéressant à mon point de vue parce que je suis déjà allé, machin, etc. Le problème, c'est que les gens qui font les lois, c'est souvent pas les gens qui s'y connaissent le mieux sur les sujets où il faut passer des lois, donc elles sont souvent très mal adaptées. Donc il y a effectivement un risque. Certains pensent que ça va vraiment pas tarder, d'autres plus ou moins longtemps. On va voir. Après, c'est vrai que la tendance est au bannissement des prélèvements, quels qu'ils soient. Par exemple, actuellement, on peut plus vraiment importer de coraux d'Australie en Europe, alors que c'était le cas avant. Pour l'instant, l'Indonésie, c'est de la culture, les coraux, donc c'est toujours voilà. Mais est-ce qu'un jour les poissons sauvages, par exemple, seront totalement bannis? C'est un risque. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien, mais j'espère pas. Ensuite, est-ce que pour l'avenir de notre milieu, je pense que d'un point de vue connaissance et technologique, ça va continuer d'évoluer comme c'est le cas actuellement et comme c'est le cas avec la technologie, etc. Et donc, on aura de plus en plus de choses et je pense que ça va le rendre plus accessible. Ouais. Pas forcément d'un point de vue financier, mais d'un point de vue connaissance, etc. Parce que, imaginons demain, il y a un gars qui arrive à designer un robot qui est capable de faire les tests. Il y a déjà des tests évidemment qui fonctionnent très bien pour KH, calcium, magnésium par exemple, mais actuellement ceux qui font nitrate, phosphate, il y en a qui existent, mais en termes de précision et de précision sur le long terme, on n'est encore pas sur un truc vraiment parfait. Mais si demain il y a un robot qui est plus accessible, qui peut te faire disons 20 des gros paramètres vraiment très précisément automatiquement 4 fois par jour. En termes d'ajout de facilité de maintenir un récif, on peut y gagner énormément, évidemment. Là, on serait sur un truc hyper constant, quoi. Exactement, ouais. Donc, avec l'évolution de la technologie et des compréhensions, etc., je pense que ça peut devenir plus accessible.
Et après, il y a tellement d'autres facteurs avec la politique, s'il y a une troisième guerre mondiale, Ouais. ce genre de truc, c'est difficile de prédire l'avenir, mais en tout cas, j'espère que c'est pas un milieu qui va diminuer au point de disparaître, parce que c'est quand même un très très beau milieu et c'est tellement satisfaisant, apaisant et un challenge personnel aussi d'avoir un petit bout de récif dans son salon Ah bah carrément. que je trouve que ça serait vraiment dommage. Je suis d'accord avec ton point de vue. Je pense que ça va continuer parce que de toute façon, les gens qui sont vraiment passionnés du récifal, Ouais, ils n'arrêtent jamais vraiment. Après, c'est sûr que si d'une manière ou d'une autre, il n'y a plus moyen qu'il y ait de nouveaux récifalistes, c'est quand même voué à périr, malheureusement. Donc, il faut quand même qu'il y ait toujours un peu suffisamment d'attrait pour qu'il y ait des gens qui se lancent dedans, quoi. Bien sûr. Je suis complètement d'accord. Tiens, un truc un peu plus drôle. Si les coraux pouvaient parler, lequel aurait le plus mauvais caractère pour toi? Les glabrescents, sans aucun doute. C'est vrai? Ouais. Pourquoi les glabres? Parce que elles sont tellement sensibles à tout un tas de trucs. Quand si par malheur il y a des planaires dans le système, s'en débarrasser dans des glabres, c'est vraiment pénible. Parce que gros coraux charnus, dès qu'ils se rétractent, ils les piègent dedans, eux, ils sont bien à l'abri. Donc t'as beau faire des traitements, un seul, ça suffira vraiment pas. Ils chopent des infections bactériennes dès qu'il y a un pet de travers. La température est trop haute, hop, infection bactérienne. Je trouve que c'est des coraux trop chiants. Donc si elles pouvaient parler, elles seraient horrible. Très chiante. Bah écoute, on dira ça, on ira vers les glabres après tout à l'heure. Ça se trouve, il y en aura 4-5 qui seront déjà partis en gelée brune par rapport à ce que tu as dit. J'espère vraiment pas, vu tout ce qu'elles ont déjà subi comme traitement et compagnie. Ah mais c'est une misère, hein. J'ai eu la gelée, une grosse gelée là il y a pas long, je crois, j'ai perdu 80% de mes glabres. Tu vois ? Caractère de merde. Caractère de merde. As-tu déjà donné un surnom à un corail ici ? Non. Jamais ? Je t'arrête tout de suite. Ils ont tous des noms chelous. Bah après c'est les noms de souches, etc. Mais au-delà en off, qu'est-ce qu'on a dit sur celui-ci ? C'est vrai, je sais. Ouais. Non, mais alors leur trouver un nom de souche un peu rigolo ou un peu con et tout ça, évidemment. Mais ça c'est plus aussi parce que il y a une tellement grande variabilité chez les coraux que tu peux pas simplement utiliser les noms scientifiques, même si en Europe on les garde quand même encore assez présents, je trouve. Bien sûr. Comparé par exemple au marché américain où ça disparaît complètement, ils ont juste le nom de souche du hobby et puis ça s'arrête là. Mais à un moment, par exemple, un truc tout classique, un Montipora digitata, il existe un nombre de phénotypes tellement différents. Si tu leur donnes pas de nom, c'est difficile un peu après de se démêler. On va pas juste dire un jaune, mais celui qui tend un peu plus sur le vert avec les pointes. C'est bon. Allez, t'as ton titre, il fait ça. Ouais. Donc ça a aussi un intérêt, je trouve, de leur donner des noms parce qu'une fois que après la souche, elle est connue, genre le Walt Disney, tu vois, c'est juste un tennis, mais il en existe plein. Tellement des variations de tennis que voilà. Donc c'est bien pour après reconnaître la souche. Après ça a un intérêt pour la lignée, l'historique, comme on parlait plus tôt en off du Turaki Hawkins de ORA, qui est une boîte mythique aux États-Unis et tout ça. C'est intéressant, je trouve, d'avoir aussi la lignée, d'où elle provient, etc. Et puis qu'est-ce que c'est comme espèce, comme souche, etc. Donc c'est plus cet intérêt-là, lui donner un nom de souche. Après des noms à la con, oui, c'est sûr que les souches que nous on a sorties, des fois, il faut leur trouver un nom et où on part dans des délires. Quand je te disais avec le Silly-Salmon ou des conneries comme ça. Quoi. Ah, c'est trop stylé. Ouais. Il y avait ton homonyme de Lyon, du coup, Guillaume de Lyon, qui lui expliquait que le cultivar était utilisé au niveau des végétaux et qu'ils utilisaient ça, donc c'était le terme cultivar pour pouvoir définir la coloration de certaines feuilles, cimes, etc. Et que c'était pas assez bien défini en récifal et que du coup chacun faisait un peu à sa sauce, mais que finalement on s'y retrouvait quoi. Je suis assez d'accord avec lui, mais il y a encore une dimension un peu différente, je trouve, parce que les cultivars chez les plantes, tu as aussi beaucoup de croisements qui se font pas vraiment dans le milieu naturel. Par exemple chez les orchidées où ils croisent énormément de trucs ensemble, etc. Donc ils créent une espèce qui n'existe pas quoi. Donc après ils leur donnent un nom, etc. Parce que pour différencier l'espèce botanique présente dans le milieu naturel du cultivar où tu as un croisement. Nous on fait pas tellement de croisement génétique, puisqu'on est que majoritairement sur le principe du bouturage. Mais nous, c'est plus lié à l'énorme diversité de phénotypes pour la même espèce. Ouais. Alors que chez les plantes, tu peux avoir différentes expressions, etc. Mais grosso merdo, une espèce, elle va ressembler relativement bien toujours à la même chose, quoi.
Ça se bataille un peu je suis vite, assez c'est un d'accord truc avec lui sur le fait que nous, on manque un peu de cette de cette chose-là, quoi. définition-là, ouais. Et que du coup, c'est notre façon, voilà, d'appeler un cultivar. Bah, par exemple, le Dragon Soul, ça va être généralement les mêmes coloris qui Oui. vont être retrouvés du coup Voilà. dans cette Alors, ça définition. reste une glabrescence, quoi. Complètement. Hein. Très intéressant. La demande qu'on t'a faite la plus insolite. Ça peut être en tant que C'est patron, collègue vraiment ou what the client. fuck, je sais pas si tu veux mettre ça dans ta vidéo. Hein. Vas-y, fonce. C'était pas quand je travaillais à Recife Atome, je travaillais à l'aquarium du Cap d'Agde. Ok. Qui, comme tu le sais, le Cap d'Agde, il y a un camp naturiste juste à côté. Et donc, au moment où je travaillais à l'aquarium, il y a des gens qui faisaient partie du grand peuple des libertins qui sont venus nous demander s'il y avait possibilité de privatiser l'aquarium parce qu'ils voulaient faire une maxi partout devant l'aquarium des requins. Voilà. Nous avons évidemment refusé. Ouais, bah oui, bah, j'imagine. C'est vrai. Ouais, Toi, ouais. t'étais là quand ils l'ont dit ou ça a été. Non, c'est l'histoire qui m'a été racontée. J'étais pas là au moment de la demande. Mais, c'est ouf. Waouh. Ah ouais, c'est génial. Oui, j'ai déjà délogé par contre des gens qui étaient un peu trop dans l'intimité, dans le circuit de l'aquarium. Parce qu'on était vraiment juste à côté du camp naturiste et quand il pleuvait, c'était un peu l'activité à faire du milieu. Donc on avait énormément de monde. Et puis il y avait aussi tous les gens qui étaient en vacances au camp naturiste à côté, qui venaient pour différents types de vacances. Super sympa, belle localité en tout cas. Ouais. On apprécie le Cap d'Agde. Si t'étais un corail, tu serais lequel et pourquoi? Mais du coup, compliqué comme question peut-être. Très compliqué, mais je sais pas moi. Pas un glabrescent, ça je l'ai bien compris. Non. Je serais, je sais pas moi, un truc qui pousse lentement mais très longtemps, comme une bonne grosse porite de la taille d'un stade de foot à un endroit pas du tout perturbé par l'homme qui a 4000 ans d'existence. Pas mal ça. Ok, stylé. Et pourquoi du coup? Je sais pas, parce que c'est une question à la con et je savais pas quoi répondre. Ok, ça me va. On va pas approfondir plus. Du coup, tu parlais du camp naturiste? Non, je rigole. Ah, ok, là on peut raconter des trucs pendant des heures aussi. Hein. As-tu un rituel perso avec les bacs, donc ici, vu que toi t'en as pas chez toi? Par exemple, je sais pas, moi je sais qu'à la maison j'adore boire mon café avec la platine vinyle qui tourne devant l'aquarium. Est-ce que toi t'as un truc, un petit quelque chose qui te fait tout le temps kiffer, que tu fais de manière assez répétitive ou vraiment en mode kiff? Alors, un truc assez répétitif, ça va être plutôt tout, genre les matins, faire un tour des bacs, garder un coup partout si tout le monde va bien, s'il y a des soucis, des trucs à faire, etc. Ça, c'est plus pour le côté vraiment répétitif souvent. Sinon, un petit kiff, c'est plus quand il y a plus personne et que le truc est en bleu et c'est un peu la même vibe que ton petit café le matin et tout, tu vois, et juste passer du temps à observer les animaux et juste les apprécier. Et être en mode kiff pour ces petits bijoux qu'ils sont quand il n'y a plus personne et que je suis tout seul peinard. Ton petit moment de solitude du coup avec la lumière bien pète et juste les coraux. C'est ça. Est-ce que tu as déjà eu un client avec qui tu es devenu ami grâce au Récifal, du coup que tu as rencontré ici à la boutique? Alors non, mais je suis pas quelqu'un qui est très qui aime tellement les gens. Ok, plus de manière générale, moi je suis pas quelqu'un avec des milliards d'amis et tout ça, j'en ai très peu et ouais, j'apprécie pas trop les contacts humains à fond. Donc non. Ok. Et puis je t'avoue que maintenant, je suis moins en contact avec les gens aussi puisque je travaille plus la semaine quand on est fermé au public que les samedis. Ok. Je comprends. Si tu devais choisir une seule marque d'éclairage, ce serait laquelle? Et ça colle trop bien avec le fait que tu aies dit qu'il y en avait plein et que vous en utilisez plein. Ça dépend des coraux. Hein. Eh ben, ça dépend de ce que je veux maintenir en dessous. Pour de l'accro. Ou non, c'est quoi pour un bac mixte? Ou si tu veux, non, on peut faire un pour du mou et un pour un bac d'accro. C'est dur. Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Après, si on prend pas de considération de prix, par exemple, une belle canopée d'Illumagic, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal pour de l'accro, ça marche très très bien. Un bac mixte, ça a fonctionné aussi sans problème, mais relativement onéreux. Donc voilà, sans considération de prix. En termes de prix, t'as la fourchette, grosso merdo? Comme ça, j'en sais rien, mais je sais que le bac là-bas où on met les Watusi d'accro de mariculture, on est sur pas loin des 5000. Ouais. Parce que c'est en termes de spectre, c'est une très bonne lampe, l'application elle fonctionne très bien, voilà, mais c'est des rampes qu'il faut utiliser si tu es sur un bac avec des accros en l'occurrence, un peu en mode canopée, quoi, donc en mettre beaucoup, pas très très espacées les unes des autres et du coup assez cher.
Ouais, ça coûte vite. J'ai entendu du bien sur des nouvelles rampes aussi, mais qu'on n'a pas eu trop l'occasion de tester. Après, si tu veux une excellente diffusion et zéro bruit, les GNC marque italienne sont très bien. La fabrication est vraiment qualitative. Diffusion passive, donc aucun bruit pour les gens qui veulent pas de bruit dans leur salon. Et une excellente diffusion en Radion, ça reste une valeur sûre. Même si beaucoup pensent que les G4 étaient les meilleurs en termes de capacité de pouce sur les accros. Mais elles ont quand même de très bons côtés. Enfin, ouais, il y a plein de trucs. Les MaxSpect aussi, leurs nouvelles sont très bien. Elles sont top, les hétéros, là. Ouais, elles sont vraiment top. Hein. Vraiment très bien. On a installé un bac à l'aquarium d'Amnéville, full récifal, parce qu'ils voulaient avoir un bac avec du vrai corail bien beau. Donc, on leur a tout refait à 4000 litres et on a mis que ça dessus. Super. Ouais, ça défonce. Il y avait de tout en plus en mixte. Ouais. Et vraiment, le rendu était propre, la puissance était au rendez-vous. Grave. Vraiment bien aussi. Non, mais pareil, ouais. Et puis, surchauffe de l'appareil, laissez-le refroidir. C'est nickel. Je vais changer de cam. Sans le micro, je vais faire un test comme ça où on va juste parler. Si toi, est-ce que tu penses que tu peux nous dire bonjour, je m'appelle Guillaume? Of course. Oh. Hello, my name is Guillaume. I'm bilingual since many years. I've been to several different countries. J'adore. Hello. C'est vrai? Ouais, je suis désolé. Par contre, ça te fait des sacrés bras avec l'éclairage sur le côté. C'est vrai? Ouais, je te jure. Nickel. Petit bodybuilder. Va nous faire du posing. S'il y avait une caméra ici à H24, qu'est-ce qui surprendrait le plus les gens? Déjà, il y en a. Ah oui, c'est vrai. À différents endroits. Et qu'est-ce qui surprendrait les gens? À quel point nous sommes tactiles entre collègues. C'est vrai? Oui. Ah, vous avez une bonne cohésion, vous faites des blagues un peu sympas, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Si tu pouvais te parler à toi de ton premier jour ici, tu te dirais quoi? Qu'est-ce que je lui dirais? Profite de rester jusqu'à minuit. Un jour, ce sera ça plus ne possible. durera pas. Non, mais je sais pas, parce qu'en soi, j'ai fait les bons choix dans le sens où si on considère que je suis heureux de travailler ici aujourd'hui, je lui dirais persiste, parce qu'au début, je suis quelqu'un d'assez timide à la base, et au début, je devais faire quand même pas mal de contacts clientèle, et j'aimais pas du tout. Et les premières semaines, c'était un peu dur, où je me disais, putain, je sais pas si c'est vraiment fait pour moi, quoi. Ouais. Du coup, je dirais persiste, puisque voilà. Mais en soi, je suis resté et voilà. Donc les choses ont été bien faites, mais tu l'encouragerais, on va dire, à continuer. Faut dire ça. Ok, stylé, je comprends. Quand est-ce qu'un bac devient vraiment stable? Quel est le facteur qui te fait dire, ok, bah, ce bac-là, il est stable? Eh ben, je pense quand tu peux te dire que tu es un peu en routine sur les tests, les trucs comme ça, et que tu sais que le bac, il va bien, quoi, tu vois. Ouais, que quand t'es rodé sur quand t'es rodé sur l'entretien, pendant des périodes où tu rajoutes plus de vivant, quoi, en tout cas, qui va changer des choses, sous réserve que tout ton matériel soit bien entretenu et fonctionne correctement, mais je veux dire, quand tu vois, quand il est un peu en autonomie, dans le sens où t'es pas obligé de modifier des trucs tous les 4 matins, je pense qu'on peut considérer qu'il est bien stable. Trop bien, je suis d'accord avec toi. Quelle pratique actuelle devrait absolument disparaître? Ça peut être la méthode vodka. Non, parce que ça a vraiment son utilité. Hein. Nous, on se sert de doser du carbone dans les systèmes, mais c'est pas quelque chose d'anodin non plus. Et ça a des effets auxquels il faut faire attention. Du coup, tu me donnes envie d'en parler. Mais... mais tu peux. Hein, non, mais parce que ça a un vrai intérêt pour faire diminuer les nutriments, parce qu'en général, quand il y a des bacs qui ont beaucoup de nitrate et de phosphate, l'élément limitant, ça va être une source de carbone qui permet aux bactéries, en utilisant carbone, phosphore, azote, de se multiplier beaucoup plus rapidement et du coup de consommer ces éléments-là. Le problème, c'est que cette multiplication de bactéries, il faut quand même l'exporter un peu parce que sinon ça peut avoir des effets un peu négatifs dans le système. Et autre chose, c'est que le carbone ne va pas profiter que aux bactéries que tu as envie. Ça va profiter à toutes les bactéries du système. Donc tu peux aussi nourrir des bactéries un peu infectieuses, etc., qui peuvent te causer des soucis dans ton système. Notamment chez les coraux charnus. Notamment les euphilia. Notamment les euphilia. Donc ça a un intérêt, c'est un outil, mais attention, ça n'est pas utilisé n'importe comment. Ça rejoint du coup ce que tu disais, où les gens cherchaient de manière très générale, si on englobe vraiment et qu'on fait un lot, une solution miracle, et que mal utilisé, mal dosé, ça peut donner quelque chose de plus négatif. Par exemple, ouais, tout à fait. Et quelque chose qui doit disparaître.
Tu peux dire un youtubeur, hein, c'est possible. Il y a une qui s'appelle Vicry, je crois. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a comme trend à la con. Je sais pas. Je crois pas que j'ai déjà vu des gens bouffer des coraux. Quelque chose qui doit disparaître. Si, je pense que ce qui doit disparaître, c'est les gens qui cherchent à faire du business rapide et dégueulasse. Tu vois, genre en vendant des trucs tout crades, plein de parasites et d'infections. Parce que ça nuit vraiment à notre milieu. Parce qu'il y a des gens, potentiellement avec des petits budgets, qui vont chercher la facilité en se disant c'est pas cher et qui après vont tellement tout niquer dans leur système qu'ils vont en être dégoûtés et arrêter Récifal. Ouais, Et je trouve que c'est très dommage. complètement. Donc plus ce genre de truc-là, tu vois, les gens qui cherchent voilà, à faire du business un peu ça, pas très propre, quoi. Il y en a qui faisaient ça, qui allaient chercher des coraux chez un grossiste du nord de l'Europe, redescendre rapidos en voiture, tout bousiller dans la nuit et les revendre à l'arrache le lendemain. Plein de saloperies et pas du tout acclimaté, ça je trouve que c'est pas du boulot, quoi. Ouais, et puis ça Ce nuit, genre de truc-là, ça mériterait vraiment de disparaître. Ouais. Et ça nuit vraiment, ça c'est le genre de truc qui fait arrêter des gens, le récifal, quoi. C'est dommage. Complètement. Le gars, il a acheté 15 filles chez vous et toutes se portent bien, il n'y a pas de gelée ni rien. Quand bien même il n'y a pas de potentiel autre élément extérieur. Il rajoute celle-ci qui peut avoir une toxine et bam. Tout. Ouais, bah. Et ça m'est arrivé plein de fois, hein, des clients qui disaient ah j'ai acheté une bouture comme ça sur le bon coin, mais machin, chez quelqu'un en particulier. Et puis maintenant j'ai des planaires qui me bouffent de filia ou des trucs et ça m'a bousillé alors que j'avais collectionné 15 souches depuis 5 ans. Ouais. Mais après il y a aussi, alors je le comprends parce que c'est aussi un souci de budget, mais avoir un système de quarantaine, ça peut quand même éviter pas mal de problèmes. Hein. Complètement. Mais c'est sûr que ça demande plus de place, d'autres matériels, etc., etc., etc. Donc c'est aussi notre investissement. Complètement. Le truc le plus fou que t'aies vu dans le bac d'un client, un truc what the fuck où tu t'es dit mais il est complètement fou lui. Ah, c'est les gens peut-être qui par ignorance commencent dans le récifal et ils mettent soit des décors d'eau douce ou les coffres à bulles, tu sais, où c'est déjà ridicule en eau douce, mais alors en eau de mer, laisse tomber. Ça, ou alors des décors en résine à la con, une amphore, ou pire, si encore pire, j'ai déjà vu des gens qui partent en vacances proches de la Méditerranée et qui se disent tiens, si je mettais des oursins et des trucs que j'ai ramassés dans l'eau. Ils ramassent des trucs comme ça au pif qui n'ont rien à foutre dans un bac tropical avec tout un tas de potentiels pathogènes auxquels les animaux tropicaux ne sont pas habitués et qui balancent tout ça là-dedans. J'en ai vu une fois qui avait fait ça, qui avait ramené plein d'oursins en se disant brouteur gratuit, qui a tout balancé dans le bac et il s'est mis à choper des maladies bizarres où je savais même pas ce que c'était. Avec et les coraux et tous ces détritus qui claquaient. Et il a eu l'honnêteté quand même de te le dire ou t'as dû Il me l'a dit direct, le gars avait absolument pas honte non plus. Wow. Parce que je pense qu'il pensait pas que c'était une connerie aussi grosse que ça, quoi. Et en plus de ça, c'est vraiment voué à tuer les animaux puisqu'ils sont faits pour supporter des températures de 25 degrés momentanément, mais pas pour les subir à longueur de temps. C'est tout le temps. méditerranéen comme animaux. Exactement, ouais. En été, ça peut monter relativement haut, mais sur un court laps de temps, pas. Complètement. J'avoue, ça aussi, on me l'avait déjà fait. Belle connerie, ça, ouais. Belle connerie. Comment tu fais pour créer une vraie relation de confiance entre la boutique et les passionnés? Mais du coup, ça, c'est plus trop ton travail, en vrai. Mais c'est moins mon travail, mais un peu par la qualité. Oui. C'est ça recoupe un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Essayer d'être le plus fidèle possible sur les couleurs, la couleur, la taille, ces choses comme ça, pour pas que les gens ils soient surpris et qu'ils sachent qu'ils achètent. Et puis c'est d'être le plus honnête possible, quoi. Quand il y a eu parce que malheureusement le fait que ce soit un business qui est beaucoup sur internet maintenant, c'est pas seulement de notre ressort la qualité des animaux quand ils arrivent. Il y a aussi le transporteur. Malheureusement, de temps en temps, les livreurs ils ont un peu rien à foutre, même si c'est écrit animaux vivants, attention fragile sur la totalité des faces du colis. Et du coup, voilà, on fait ce qu'on peut. Après, nous aussi, on perd de l'argent quand on doit rembourser des choses ou faire des gestes, etc. On le fait avec plaisir quand même parce qu'on veut pas que les gens ils soient déçus de leur expérience. Mais voilà, c'est pas que de notre ressort, hein, malheureusement. Puis voilà, je pense que aussi quand les gens ils ont l'occasion de venir au magasin, ils peuvent voir la qualité de notre travail et on essaye que les gens ils aient un beau bac aussi. Tu vois, le but c'est qu'ils réussissent, quoi. Ouais, complètement. De ce qu'on disait aussi un petit peu plus tôt, de pouvoir être moteur de cet entrain qu'il y a dans la passion et que les gens ils continuent et que ça s'arrête pas, quoi. Tout à fait, ouais. Et puis essayer aussi avec tout ce qui est larvaire, élevage, etc. Même si c'est pas évident, d'essayer de montrer un peu le chemin, même si
C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, ouais. C'est déjà beau, hein, en termes de recherche scientifique, de savoir mettre en place des protocoles, de tester des choses très différentes. On en parlait un peu plus tôt avec Dylan, mais je sais que j'en parlerai plus avec Jérôme et Sarah, j'imagine, demain. Mais c'est hyper intéressant et c'est hyper gratifiant de voir que vous arrivez à faire aussi upgrade de la passion, autant sur l'aspect coraux que vous maintenez déjà très très bien et vous essayez de vous diversifier un max en partant carrément à la découverte et à la conquête de nouveaux pays pour amener des petites pépites, mais aussi sur l'aspect piscicole où là il va y avoir des découvertes hyper intéressantes parce que vous allez savoir que cet état, l'état benthique va se mettre à tel moment dans la phase de croissance. Tout à fait. Enfin, c'est génial. Et puis ça donne aussi des informations sur l'animal en tant que tel et ça permet de mieux le comprendre et je pense aussi de mieux le maintenir sur le long terme. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et puis il y a aussi notre expertise sur le maintien de la qualité d'eau en récifal qui nous sert aussi dans ce milieu-là, puisque différents éléments sont plus ou moins importants selon les animaux aussi. Donc, Si tu devais montrer une seule chose ici pour expliquer ta philosophie, ce serait quoi? Juste montrer. Je veux pas que tu parles, juste tu me montres. Sans explication, c'est dur. Ah, si tu me montres tes toilettes, franchement, je pète mon crâne. Tu te souviens du Cornet-sur-X? On a une dark room. Alors, répète-moi la question. Si je devais te montrer un truc sans rien expliquer. Si tu devais montrer une seule chose ici pour expliquer ta philosophie. Peut-être la simplicité d'une décante, de notre espace technique, je sais pas. Pour montrer qu'il n'y a pas de secret caché. Bon, j'ai pas le droit d'expliquer du coup, mais pour montrer qu'il n'y a pas de secret, de truc spécial ou de je sais pas quoi. Nous ici, des fois, les gens quand ils viennent filmer comme toi ou quoi, ils nous disent « Tu me dis s'il y a des endroits que je peux pas filmer ou quoi ?» Et nous, on n'a pas d'endroit secret, de à part la dark room. À part ça. Non, mais il n'y a pas de secret, de truc spécial, magique ou je sais pas quoi. Je peux vous montrer tout, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'il y a dans la décante. Il n'y a pas de... La simplicité du fonctionnement la totalité des systèmes qu'il y a ici. On n'essaie pas de vous vendre un secret, une technique, machin, c'est juste... Il y a la méthode Guillaume qui va bientôt sortir avec les Dark Room, du coup, directement. Attention, il faudra spécifier parce qu'il y en a deux, du coup. C'est un petit milieu, mais... C'est assez spécifique. Ouais. Non, mais c'est cool, c'est une belle réponse. Franchement, je m'attendais pas à ça et j'avais pas émis l'hypothèse qu'on puisse répondre ça. J'étais attendu à plein de choses, mais pas à ça. Après, c'est super beau. J'adore. Je pense que j'allais dire quoi? Moi je m'attendais à ce que tu m'emmènes vers la scie en mode ça c'est vraiment ce qui permet de pouvoir donner des coraux à tout le monde parce que c'est ça qui permet de couper ou je sais pas des tests un ICP ou un truc comme ça, tu vois. Je m'attendais peut-être plus à ça, mais ça c'est une belle réponse. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un bac est beau sans qu'il soit parfait? C'est quoi que tu vas regarder et que tu vas dire putain lui il tue? Juste la santé des animaux, je pense, parce que tu peux avoir un bac qui a que des coraux très classiques et en entrée de gamme en termes de prix. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs, la dernière mode, super cher et tout ça. Mais à partir du moment où les animaux ils sont en bonne santé, je trouve qu'il y a tout de suite une certaine esthétique qui s'en dégage. On a plein de clients qui sont pas intéressés par les nouvelles modes, le corail rare, le machin et tout ça, et qui ont des bacs magnifiques juste parce qu'ils ont des belles colonies, qui sont en bonne santé, qui poussent bien. Des fois, en plus, c'est même en se prenant moins la tête, parce que du coup, ils vont choisir des coraux plus faciles, entre guillemets, quoi, qui pardonnent plus. Tu viens de me niquer 5 questions. Mais j'adore. J'anticipe. Et ouais, tu vois, juste ça, même... Et après, je trouve que quand on est passionné par le truc, on peut pas chier sur des gens qui disent « Ouais, moi, j'aime que machin, j'aime que truc ». Parce que tout est beau à partir du moment où il y a un peu des proportions qui sont respectées, les animaux ils vont bien et tout ça. Tu peux avoir des super beaux bacs juste à macroalgues. Oui. Avec des hippocampes ou des sargates ou quoi. Et un bac avec juste full anémone. Comme Claude de anciennement Toons, maintenant Sitché. Il a un petit bac dans son bureau, un petit cube qui est juste blindé de quadricolores rouges énormes. Magnifique, hein. Qui est très beau. Et pourtant, c'est tout simple, il y a un corail dedans. Et des clowns. Ou quelqu'un qui va faire un bac avec juste des coraux cuir, par exemple. Il y en a qui sont super beaux, qu'on peut voir sur Internet. Donc, je pense que juste la santé des animaux, ça va tout de suite déterminer. C'est beau. Et peut-être aussi que les gens laissent un peu la place aux colonies de pousser. Il faut que le bac soit déjà un peu mature quand même. Parce que des fois, il y en a qui ont tendance à remplir le bac de toutes petites boutures. Ouais. Mais c'est pas forcément le plus esthétique. Et après, laisser la place à une colonie de poussée, ça peut vraiment avoir un effet waouh. On en parlait en plus en off, mais la nuit, les coraux sont complètement différents de la journée. On le sait pas forcément si on s'y penche pas dessus ou on n'a pas le matériel. Et un mycédium ou... toi, t'avais dit quoi comme exemple?
T'avais dit un... Je sais plus de quoi on parlait, mais... Je crois que c'était un Si, Platygira. Platygira, ouais, Platygira. La nuit, ça peut te cramer facilement les coraux à même 40 cm, donc faut faire gaffe à ça aussi, et vraiment C'est vrai. bien leur laisser de l'espace parce que sinon, c'est chiant, quoi. Ouais, Même tout les à fait. accros, hein, quand tu les mets... Ils ont c'est- moins tendance à tendre des tentacules, mais en tout cas, si jamais ils rentrent en contact, ça va commencer à se tabasser. Ouais. Bah, ce qui est chiant, c'est que t'as une bouture qui est comme ça. Dès qu'il commence à pousser, il est comme ça, il va toucher le voisin. Mm. Bah, tu te dis, soit je le coupe, soit je le déplace, mais je peux pas le déplacer parce qu'il est habitué à ce spectre-là, et du coup, il va en chier. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est aussi le challenge qui rend le truc intéressant. Mais Exactement. après, je comprends aussi les gens qui mettent trop de boutures, entre guillemets. C'est qu'au début, ça peut sembler vide le temps que ça pousse. Et ça peut prendre un peu de temps aussi. Donc, ça reste un hobby où il faut être patient. Oui. Mais des fois, ouais, tu as envie de T'as remplir envie un peu plus. Après, c'est Bien pas aussi impossible d'en mettre légèrement trop. Et ensuite, de potentiellement se débarrasser Au fur et à mesure, on va faire au du fur tri, et à ouais. mesure, ouais, selon ce qui pousse le mieux. Et puis, Ou aussi, faire comme toi, ce que t'avais dit en off, garder un petit bout, ouais, et puis après, potentiellement. lâcher le reste de la colonie. Filer à un copain. C'est ça Complètement. qui est fun aussi. Est-ce que pour toi, un bac peut vraiment cracher? On entend beaucoup ça. Mon bac a craché, mon bac a craché. Parce que quand un bac crache, il y a nécessairement une explication, peut-être qu'on n'a pas. Mais est-ce que c'est pas... Alors, en effet, les bacs peuvent cracher, mais ils ne crachent pas comme ça, sortis de nulle part, sans qu'il y ait aucune erreur. Comme très souvent, malheureusement, l'erreur est très souvent humaine. Après, il peut y avoir aussi du matériel qui fail, hein, qui crame, Bien sûr. notamment quand les gens sont partis en vacances, ça a tendance à arriver à ce moment-là, malheureusement. Ouais, le smolateur qui envoie tout dans la décance, C'est le chauffage qui ça, fait ou monter la la pompe de température. remontée qui crame, ou un ça. truc comme ça, une coupure de courant, tout simplement. Oui. Donc les bacs peuvent cracher, mais c'est jamais pour zéro raison. C'est toujours parce qu'il y a quelque chose qui a rendu l'âme ou une erreur humaine qui a été faite en amont. Hein. Bien sûr. Mais c'est sûr qu'après, s'il y a quelque chose qui entraîne une réaction en chaîne, des fois c'est plus arrêtable quand c'est trop tard. Hein. Bien sûr. Il y a toujours des choses à faire quand on s'en rend compte, mais parfois malheureusement ça peut être trop tard. Donc les bacs peuvent cracher, mais c'est jamais sans raison. J'aime bien. Je voulais désacraliser un petit peu ça parce que souvent, il m'est arrivé Oui, d'entendre... les gens s'en servent un peu comme une excuse, c'est un fourre-tout. pansement pour tout. Voilà, exactement. C'est pas ma faute, je me dédouane du truc. Quel compromis est aujourd'hui indispensable pour être responsable dans notre passion? Responsable d'un point de vue des animaux L'impact et d'un point de vue impact aussi environnemental. C'est quoi le début de la question? Ouais, répétez la question. Stéphanie de Monaco. Quel compromis est aujourd'hui indispensable pour être responsable? Eh ben, je pense que c'est déjà ne pas faire ses choix. Enfin, les gens qui sont des acheteurs impulsifs et qui achètent des choses sur des coups de tête ont tendance à sacrifier plus d'animaux que d'autres, quoi. Parce que si tu fais pas les recherches en amont, etc., et tu peux tendance facilement à faire un mauvais choix qui va pas être adapté avec ton système ou quoi que ce soit, et du coup, ben, tuer un animal, quoi. Ouais, donc je pense que c'est surtout vraiment bien réfléchir avant et puis faire un peu de recherche approfondie parce que c'est sûr qu'un plataxe juvénile, c'est incroyablement beau, mais ça va quand même donner un poisson gros comme ça qui a besoin d'un très très gros volume à un moment donné. Donc c'est sûr qu'il sera beau pendant quelques mois pendant qu'il est encore juvénile, mais il faudra en faire quelque chose à un moment. Hein. Oui. Donc c'est un exemple à la con comme ça, mais On voilà, a c'est des le liens, cas. hein. Je trouve que c'est plus le cas sur les poissons que sur les coraux, parce que les coraux, bon, quand ils sont encore à l'état de bouture, tu peux relativement facilement leur trouver un endroit qui leur conviendra, au moins dans un premier temps, et après quand ils vont même commencer à se chamailler entre eux, tu peux avoir des pertes, mais dans une bonne partie des cas localisées, quoi, sans avoir flingué tout l'animal, quoi. Ouais, complètement. Alors qu'un poisson, si tu prends un poisson soit d'une source pas très fiable qui est pas en super santé, ou bien un poisson qui sera pas adapté au bac dans l'immédiat ou plus tard, les conséquences peuvent être plus drastiques aussi, quoi. Complètement. Ou même un poisson qui peut être pas du tout reef safe et là du coup Par tu mets en exemple, danger ouais. les deux et tu es dans la... C'est clair. Ah, Mais il est beau ce papillon. Si je le mettais avec toutes mes glabes. Oh là là. Mais un poisson perroquet. Mais j'adore. Un baliste clown, il a des dents. Et il est beau aussi. Hein. Oui, oui, il est Oh beau. là là. Mais ça dans un fish only. Ou Et alors ouais, avec des coraux où tu sais que ça pullule, quoi. Du Xenia Ouais. pumping, ou C'est ça. où tu t'en bats les couilles, ou du briarium, quoi. Mais ouais, le reste, ça dérive. D'ailleurs, aucun rapport, aparté total, mais t'as vu qu'il y a un peu une mode plutôt dans les pays d'Asie, mais où ils font un peu de l'aquascaping style eau douce, mais avec des coraux, Ça me où il y dégoûte. a des mecs qui font... C'est vrai, t'aimes Ça pas? me dégoûte. Où ils font des bacs genre 100% briarium. Ah, alors ça, oui. Moi, je croyais que tu me parlais de... Il y en a qui utilisent des... T'as vu Groot?
Dans... Ah, qui recouvre ça, genre. ça me fait... Ouais, ça fait un peu style poisson Ouais, je suis club. pas trop fan moi non Ouais. plus. Non, mais ça, Mais- ouais, full briarium, magnifique. Ça, moi je parlais plus de ça, genre qu'ils Ok, font ouais. un aquascape où ils travaillent énormément le décor et après ils le recouvrent de une espèce. Oui, alors ça, je suis d'accord. Je trouve ça plutôt stylé, moi. Ça Oui. rajoute une autre dimension où c'est comme un peu la trend avec les macro-algues où tu peux faire Oui. un joli petit truc à tailler comme un bac de douce, quoi. Ah, mais carrément. Ça, c'est sympa aussi. Ça, je suis d'accord. Bah, le briarium, franchement, je serais grave chaud pour le faire. Briarium, ouais, 2. Magnifique. Ça claque, hein. Ouais. Tu mets une belle souche un peu vert fluo. Ouais. Ça pousse, c'est quand même facile et tout ça. Tu mets un bon brassage, tu travailles bien juste ton décor. Il y a un gars sur Insta qui a un petit bac comme ça. Je trouve que c'est trop cool. Ouais, tu mets 2 petits clowns dedans. Et ouais. Et ça défonce. Ouais, non, ça, là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. J'adore. N'hésite pas, hein, les apartés, pépites. Qu'est-ce qui te rend fier quand tu vois ton travail vu de l'extérieur? Honnêtement, moi, mon opinion est assez peu dépendante des gens. Ça me fait quand même plaisir quand les gens me disent que c'est beau, bien entretenu, clean, etc. évidemment. Ouais, mais toi, Mais tu le comprends truc, mieux. c'est que dans tous les cas, moi, je sais ce que je fais, donc je sais si les coraux vont bien ou pas, et je vais m'en vouloir s'ils vont pas bien, Bah oui. bien avant que quelqu'un me le fasse remarquer, tu vois. Donc du coup, c'était quoi la question? La question, c'était qu'est-ce qui te rend fier quand Ah tu oui. vois ton travail vu de l'extérieur? Eh ben, c'est juste ça, en fait. Hein. Moi, c'est les coraux, les coraux. les Leur coraux santé. Et les coraux, c'est vrai. Ouais. Et mon humeur est 100% dépendante de ça. Hein. C'est vrai? Ah, je te jure, si tu Tu viens devrais un avoir un jour, badge. si tu viens un jour et que je fais un peu la gueule ou que j'ai l'air d'être mal luné, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien. C'est vrai? Ok, donc là, on est sur une. Donc là, typiquement, t'as un test ICP par transparence pour les humains. Donc là, ça veut dire que les coraux, ils vont super bien. Exactement. J'adore. Et là, du coup, la dernière question, c'est pourquoi tu continues à faire ce métier? Mais je pense que tu y as répondu Oh. depuis le début. Hein. T'es Comment passionné, pourrais-je faire autre chose? Bah ouais. Non, ouais, je pense que c'est le genre de métier et de hobby où il faut être passionné parce que ça reste un investissement monétaire. Moi, c'est mon métier, donc je suis payé pour le faire. Mais je veux dire, d'un point de vue hobbyiste, mais c'est un investissement d'argent, de temps et puis de tout ce que tu as parce que tu es obligé de Enfin, t'es obligé comment dire en français, de care about it, tu vois, Ouais. il faut vraiment, je déteste les gens qui font ça, qui parlent anglais au milieu du français, je viens de me voir de l'extérieur, c'était insupportable. Tu le comprends? Non, je laisserai tout et je mettrai en boucle. The care about it, the care about it. 4 fois d'affilée. Care about it. Au ralenti. De ouf. Avec un zoom. The care about it. Je te ferai tout, je te ferai des. Et toi dans une pièce noire, du coup. On va tout faire. La tronche répétée à l'infini. Oui. On va faire Non, un mais même. t'es obligé vraiment d'y mettre ton cœur, quoi. Et du coup, bah, forcément, quand il y a des choses qui vont pas ou que tu comprends pas un problème ou que, voilà, des fois, c'est un peu dur parce que tu mets tout ce que t'as dedans. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est ça qui fait que tu t'y attaches autant et que quand ça marche, t'es aussi. T'es aussi fier d'eux. C'est ça. Très belle réponse. J'adore. Mais je pense qu'aussi l'un peut pas aller sans l'autre, du coup. Parce que Oui. tu te peux pas être aussi fier quand ça va et d'en avoir rien à branler quand ça va pas. Ouais, c'est Bah pas forcément, possible. ça va dans les deux extrêmes. Quoi. Exactement. Non, mais c'est Ça sûr. va dans les deux sens. Eh ben, trop top. Est-ce que t'as des choses, toi, que t'as envie de véhiculer ou pas forcément, vu que de toute façon, t'en as rien à foutre des gens, toi, tu préfères les coraux, mais si tu voulais leur passer un message aux coraux ou si tu veux, t'as autre chose, un sujet ou peu importe. Ouais, franchement, je pense que c'est déjà très complet, toutes tes questions. Donc, je saurais pas trop quoi rajouter là tout de suite. Non, tout Je good. pense que c'est déjà pas mal. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces Plaisir. réponses, ton temps. Et j'invite vivement les gens, bon, même s'ils croiseront peut-être pas forcément que toi, mais enfin, les gens peuvent avoir des informations via toi, Bien sûr. par mail, j'imagine. Mhm. Beaucoup quand toi, tu Principalement par mail, c'est plus simple. Oui, quand c'est après des questions techniques, des fois on peut convenir à un rendez-vous téléphonique, mais comme vous pouvez l'imaginer, je suis assez occupé ici, donc les mails c'est quand même plus simple, parce que comme ça je m'y mets quand j'ai un peu de temps à allouer, et puis je groupe. Très bien. Et ben, si jamais les gens veulent te retrouver, du coup, c'est directement sur le mail du coup de Récipaton. C'est ça, en Très bien. s'adressant à moi, il n'y a pas de souci. Génial. Merci pour tout. C'était au top. Ah, plaisir. The care about it, tu vois, c'est bon? Tu fais chier, Vic, hein. Qu'est-ce qu'on est en train, hein? Merde. Vous avez vraiment mauvais caractère. Je crois qu'on va en faire quelques-unes, mais puis tu prendras le mieux. Vous avez vraiment mauvais caractère. Vraiment récalcitrante. Faut que tu la refasses celle-là. Pourquoi? Parce que je n'avais pas appuyé quand t'avais parlé. Vous êtes vraiment récalcitrante. The care about it, tu vois, tu.